Sur la prestigieuse avenue des Champs-Élysées, cœur financier de Paris, s'élevait l'immeuble Aurore, une tour de verre et d'acier qui abritait certaines des entreprises les plus prestigieuses du pays. Parmi le va-et-vient d'hommes d'affaires en costumes impeccables et de femmes en talons hauts, se déplaçait silencieusement Geneviève Dupont, une femme de 52 ans, aux cheveux grisonnants toujours attachés en un chignon discret et aux mains marquées par des décennies de dur labeur. Geneviève faisait partie de l'équipe de nettoyage de l'immeuble depuis plus de 15 ans. Mais pour la majorité des occupants de ces bureaux luxueux, elle n'était qu'une ombre, une présence qui n'était remarquée que lorsque quelque chose n'était pas à sa place. Son uniforme bleu clair se fondait avec les murs et souvent, les gens détournèrent le regard en la croisant dans les couloirs, comme si son existence était un rappel gênant de l'inégalité qui soutenait ce monde des affaires. Mais derrière, cette apparence simple et ce travail que beaucoup considéreraient comme insignifiant, se cachait une femme d'une intelligence extraordinaire et d'une curiosité insatiable. Née dans un petit village de Normandie, Geneviève avait été forcée d'abandonner ses études très jeune pour aider à subvenir aux besoins de sa famille. Son rêve de devenir professeur s'était assoupi, mais n'avait jamais complètement disparu. Durant ses heures libres, entre deux services, Geneviève fréquentait la bibliothèque publique du centre-ville, où elle dévorait des livres sur l'histoire, la géographie et les langues. Elle avait une facilité impressionnante pour apprendre de nouvelles langues, parlant espagnol, anglais et, sa passion la plus récente, japonais. Elle regardait des documentaires sur la petite tablette qu'elle avait achetée après des années d'économie et participait à des groupes d'études en ligne pendant les nuits d'insomnie. Un jour, je visiterai Tokyo, murmurait-elle pour elle-même, en frottant les vitres des fenêtres panoramiques du 40e étage, d'où l'on pouvait voir tout Paris s'étendant jusqu'à l'horizon brumeux. Ce lundi de mars, le ciel s'était levé chargé de nuages gris qui promettaient une tempête typique du printemps parisien. Geneviève était arrivée au travail plus tôt que d'habitude, profitant de ce moment pour réviser quelques expressions en japonais avant que l'agitation de la journée ne commence. Elle s'était inscrite à un cours en ligne et était déterminée à maîtriser la langue avant la fin de l'année. « Ohayo gozaimasu », répétait-elle doucement, tout en organisant les produits de nettoyage dans son chariot. « Watashi no namae » wa Geneviève déçue. Le 35e étage, où se trouvait le siège de Mercier Investissement, était son lieu de travail ce jour-là. Camille, la réceptionniste, était en vacances et les cadres n'étaient pas encore arrivés. Le silence n'était rompu que par le doux bourdonnement de la climatisation et le bruit lointain de la ville qui s'éveillait en contrebas. Geneviève travaillait méthodiquement, pièce par pièce, enlevant la poussière des meubles en bois, noble, aspirant les tapis persans et polissant les poignées dorées. Tout en nettoyant, elle observait les objets qui décorèrent les bureaux, photographies de familles souriantes sur des plages paradisiaques, trophées de golf, cadeaux coûteux de clients, de petits aperçus de vie si différentes de la sienne. Dans le bureau principal, celui du propriétaire de l'entreprise, Pierre Mercier, Geneviève accordait toujours un soin particulier. Non pas parce qu'il le remarquait, en fait, elle doutait que l'homme d'affaires connaisse ne serait-ce que son nom, mais parce que cet espace dégageait une énergie différente. Les murs étaient décorés d'œuvres d'art contemporain, et sur les étagères, outre les livres d'affaires, il y avait des volumes de poésie et de philosophie. Un homme cultivé, pensait-elle. Elle était en train de polir l'immense bureau en acajou lorsque le téléphone sonna, strident dans le silence matinal. Elle hésita un instant, regardant autour d'elle. Il n'y avait personne pour répondre, et cela pouvait être important. Après 3 sonneries insistantes de plus, Geneviève posa son chiffon et prit le combiné. « Bonjour, Mercier Investissement », dit-elle d'une voix ferme, comme elle avait observé Camille le faire d'innombrables fois. De l'autre côté de la cour, ligne, il y eut un moment de silence suivi d'une voix masculine parlant en japonais. Geneviève sentit son cœur s'accélérer. Elle reconnut quelques mots, une salutation formelle, quelque chose à propos d'un projet, une mention de Pierre Mercier. Sans y réfléchir à 2 fois, elle répondit dans la même langue, « Sumimasen, Mercier-san wa ima imasen ». Elle expliqua que M. Mercier n'était pas là pour le moment, mais qu'il reviendrait bientôt. Il y eut une pause de l'autre côté, suivie d'un rire surpris et sincèrement impressionné. « Vous parlez japonais ?»
La voix parlait, maintenant en français, avec un léger accent parisien. « Qui êtes-vous »« Je suis simplement la personne qui nettoie les bureaux », répondit Geneviève, sentant son visage rougir. « Je n'aurais pas dû répondre au téléphone. Excusez-moi. »« Non, ne vous excusez pas. » La voix de l'homme était enthousiaste. « Je suis vraiment impressionné. Vous parlez avec une excellente prononciation. Où avez-vous appris ?» La question prit Geneviève au dépourvu. Personne ici n'avait jamais montré d'intérêt pour sa vie ou ses compétences. « Je suis autodidacte », expliqua-t-elle simplement. « J'ai toujours aimé les langues. Le japonais est fascinant avec ses kanji et sa structure grammaticale si différente de la nôtre. »« Extraordinaire », dit l'homme. « Vraiment extraordinaire. Quel est votre nom ?»« Geneviève. Geneviève Dupont. »« Enchantée, Geneviève. Je suis Takumi Nakamura, associé de Pierre dans une nouvelle entreprise. Je vous appelle du Japon. » La conversation s'est déroulée avec une facilité surprenante. Takumi lui a posé des questions sur sa vie, sur la façon dont elle avait appris le japonais sans jamais avoir visité le pays, sur ses autres centres d'intérêt. Geneviève, d'abord hésitante, s'est vite retrouvée à partager des détails sur sa passion pour les cultures différentes, son rêve d'enfance d'être professeur, sa routine partagée entre le travail et les études solitaires. « Vous savez, Geneviève sent, » dit Takumi après l'avoir écouté attentivement. « Des personnes comme vous sont rares, des personnes qui, même face à des circonstances limitantes, recherchent la connaissance avec une passion authentique. Cela me rappelle un ancien proverbe japonais. La vraie beauté se trouve dans les fleurs qui fleurissent dans les endroits les plus improbables. » Quand elle raccrocha le téléphone, Geneviève ressentit quelque chose d'étrange, un mélange de fierté et de mélancolie. Pendant 15 minutes, elle avait été traitée comme quelqu'un dont l'opinion importait, dont les réalisations étaient admirables. C'était une sensation si inhabituelle qu'elle en était presque douloureuse. Elle reprit son travail, essayant de chasser cette conversation de son esprit. Après tout, elle n'était qu'une femme de ménage, et cet homme était un homme d'affaires de l'autre côté du monde. Leurs chemins s'étaient croisés par hasard et ne se recroiseraient jamais. Ce que Geneviève ne savait pas, alors qu'elle terminait de nettoyer le bureau de Pierre Mercier, c'est que cet appel fortuit allait complètement changer le cours de sa vie. Pierre Mercier arriva au bureau peu après 9 heures, comme d'habitude. Grand, athlétique, malgré ses 50 ans, cheveux grisonnants aux tempes et yeux marrons perçants, il portait en lui la confiance inébranlable de quelqu'un qui a bâti un empire de ses propres mains. Fils d'un professeur de mathématiques et d'une infirmière de la banlieue parisienne, Pierre avait défié toutes les probabilités en devenant l'un des hommes d'affaires les plus prospères de France, avec des investissements allant de la technologie aux projets sociaux innovants. Geneviève terminait son nettoyage quand il entra dans le bureau principal. Comme toujours, Pierre la salua poliment. Un bref bonjour et un sourire cordial, avant de s'asseoir à son bureau et de plonger immédiatement dans les emails qui s'accumulaient sur son ordinateur portable. « Excusez-moi, monsieur Mercier. » Geneviève hésita à la porte, son chariot de nettoyage déjà prêt à passer à l'étage suivant. « J'ai reçu un appel plus tôt, un monsieur Takumi du Japon. » Pierre leva les yeux de l'écran, visiblement surpris. « Takumi a appelé et vous avez répondu. La réceptionniste est en vacances et il n'y avait personne d'autre, » expliqua. Geneviève se sentant soudain coupable. Il a dit qu'il rappellerait plus tard. Pierre acquiesça, l'observant d'un regard différent, comme s'il la voyait vraiment pour la première fois. « Merci de m'avoir prévenu, madame. » Il hésita, réalisant qu'il ne connaissait pas son nom, même après tant d'années. « Geneviève », compléta-t-elle, habituée à ce genre de situation. « Geneviève », répéta Pierre, semblant sincèrement embarrassé par son oubli. « Merci beaucoup. Je vais attendre son appel. » Elle acquiesça et sortit du bureau, poussant son chariot vers les ascenseurs. En attendant, elle entendit le téléphone sonner à nouveau dans la pièce qu'elle venait de quitter. Elle imagina que ce serait Takumi qui rappelait. Le reste de la matinée se déroula normalement. Geneviève termina le nettoyage des autres étages qui lui étaient assignés et descendit déjeuner dans le petit réfectoire au sous-sol où l'équipe d'entretien et de nettoyage se réunissait quotidiennement. Elle partagea le repas qu'elle avait préparé la veille, du riz, des haricots et un steak aux oignons, écoutant distraitement les conversations de ses collègues sur les feuilletons télévisés, les problèmes familiaux et les plaintes concernant les transports en commun. Parisien. Geneviève. La voix de Marcel, le superviseur du nettoyage, interrompit ses pensées.
Quelqu'un te cherche à la réception. Elle le regarda, confuse. Me cherche. Il doit y avoir une erreur. Non, non. Ils ont demandé spécifiquement. Après toi, Geneviève Dupont. Marcel semblait aussi surpris qu'elle. C'est Monsieur Mercier. Un murmure immédiat se répandit dans le réfectoire. Que pouvait bien vouloir l'un des propriétaires de l'immeuble à une femme de ménage? Geneviève sentit les regards curieux de ses collègues tandis qu'elle rangeait les restes de son repas et ajustait son uniforme, essayant d'avoir l'air aussi présentable que possible. Lorsqu'elle arriva à la réception principale du rez-de-chaussée, elle trouva non seulement Pierre Mercier, mais aussi un homme plus jeune, aux traits orientaux, vêtu d'un costume impeccablement taillé. Les deux hommes conversaient avec animation et interrompirent leur dialogue quand ils la virent approcher. « Geneviève !» Pierre s'avança vers elle, lui tendant la main. « Voici Takumi Nakamura, mon associé dont nous avons parlé ce matin. Il a tenu à vous rencontrer personnellement. »« Konnichiwa, Geneviève-san » dit Takumi, s'inclinant dans une révérence traditionnelle. « Japonaise, c'est un plaisir de vous rencontrer en personne après notre conversation téléphonique. » Geneviève rendit la salutation, se sentant déplacée. Elle était consciente des regards curieux des gardes de sécurité et de la réceptionniste. « Le plaisir est le mien, monsieur Nakamura. »« Takumi est arrivé ce matin de Tokyo, » expliqua Pierre, « et il a été tellement impressionné par vous qu'il a insisté pour vous inviter à déjeuner. Êtes-vous libre maintenant ?» La question était si inattendue que Geneviève mit du temps à la traiter. « Déjeuner? Avec moi ?»« Oui, » confirma Takumi avec un sourire sincère. « J'aimerais beaucoup continuer notre conversation. Et Pierre est également curieux d'en savoir plus sur vos études de japonais. » Geneviève regarda son uniforme de nettoyage, gênée. « J'ai déjà déjeuné et j'ai encore du travail à terminer. »« Ne vous inquiétez pas pour cela, » dit Pierre. « J'ai déjà parlé à votre superviseur. Vous êtes libéré pour le reste de la journée. Et quant au déjeuner, nous pouvons prendre un café alors. Ce qui compte, c'est la conversation. » Avant que Geneviève ne puisse protester davantage, les deux hommes la guidaient déjà vers la sortie de l'immeuble, où un chauffeur attendait à côté d'une Mercedes noire étincelante. En quelques minutes, elle se retrouva assise entre deux des hommes les plus influents de Paris, en route vers l'un des restaurants les plus exclusifs de la ville. « Takumi m'a parlé de votre conversation, » dit Pierre, tandis que la voiture glissait à travers le trafic chaotique des Champs-Élysées. « J'ai été impressionné d'apprendre que vous parliez couramment japonais. »« Je ne dirais pas couramment, » corrigea Geneviève, toujours mal à l'aise avec la situation. « Je fais encore beaucoup d'erreurs. Je n'ai jamais eu de cours formels, ce qui rend cela encore plus admirable, » intervint Takumi. « La plupart des gens ont besoin d'années d'études structurées pour atteindre votre niveau de compétence. Et vous l'avez fait seul, par pure passion pour la connaissance. » Le restaurant où ils se rendirent était un établissement japonais, discret, caché dans une rue tranquille du quartier du Marais. Il n'y avait pas d'enseigne sur la façade, juste une porte en bois sombre et un petit jardin zen. À l'intérieur, l'ambiance était minimaliste et élégante, avec seulement 6 tables basses disposées sur des tatamis traditionnels. « Je n'ai jamais été dans un endroit comme celui-ci, » admit Geneviève, regardant autour d'elle avec des yeux émerveillés. « C'est probablement le sushi le plus authentique de Paris, » expliqua Pierre, enlevant ses chaussures avant d'entrer dans la zone de repas, comme le voulait la tradition. Le chef Hiroshi est venu d'Osaka il y a 30 ans, mais conserve toutes les techniques traditionnelles. Ils s'assirent à une table réservée à l'écart des autres, et Takumi prit la responsabilité de passer les commandes en japonais fluide. Ils discutèrent de banalités en attendant, le climat de Paris, si différent de Tokyo à cette période de l'année, l'intensité du trafic, les différences culturelles entre la France et le Japon. Geneviève réalisa que, malgré son inconfort initial, elle se sentait étrangement à l'aise en compagnie de ces hommes. Il n'y avait pas de condescendance dans leurs paroles ou leurs gestes, aucun signe qu'ils la considéraient comme inférieure à cause de son métier. Au contraire, Pierre et Takumi semblaient sincèrement intéressés par ses opinions et ses expériences. « Geneviève, » dit finalement Takumi, après que le premier ensemble de plats ait été servi, « vous devez vous demander pourquoi nous vous avons amené ici aujourd'hui. » Elle acquiesça, soulagée qu'ils en viennent enfin au fait. « Je l'avoue, ce n'est pas courant que des femmes de ménage déjeunent avec les propriétaires des entreprises,
Pierre sourit. C'est exactement pour cela que nous sommes ici, parce que vous n'êtes pas seulement une femme de ménage, vous êtes une femme extraordinaire, qui, par les circonstances de la vie, n'a pas eu l'opportunité de développer tout son potentiel. Pierre et moi démarrons un nouveau projet, expliqua Takumi, ses yeux brillants d'enthousiasme. Une fondation qui identifie et soutient des talents exceptionnels dans des lieux inattendus. Des personnes qui, comme vous, possèdent des compétences et des connaissances qui défient les attentes. Histoires invisibles, compléta Pierre. C'est le nom du projet. Nous voulons donner de la visibilité et des opportunités aux personnes que la société s'obstine à ne pas voir. Geneviève sentit un frisson parcourir son échine. Et qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Nous voulons que vous soyez notre première protagoniste, dit directement Takumi. Votre histoire, une femme qui, malgré toutes les limitations, a maîtrisé une langue aussi complexe que le japonais par pure détermination, est exactement le type de récit que nous voulons mettre en avant. Je ne comprends pas, Geneviève secoua la tête confuse. Qu'attendez-vous exactement de moi? Nous voulons raconter votre histoire, expliqua Pierre, dans un documentaire pour commencer. Et ensuite, si vous êtes disposé, nous aimerions que vous participiez à des conférences, des ateliers, peut-être même comme consultante culturelle du projet. Geneviève posa ses baguettes à côté de son assiette, se sentant soudain étourdie. C'était comme si l'univers s'était renversé en quelques heures. Le matin, elle n'était qu'une travailleuse invisible de plus. Maintenant, deux hommes d'affaires puissants voulaient faire d'elle un symbole, une inspiration. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle finalement, sa voix presque un murmure. « Il existe des personnes bien plus extraordinaires. » Takumi se pencha en avant, ses yeux fixés sur les siens. « Parce que vous représentez quelque chose qui se perd dans le monde moderne. La quête de la connaissance comme une fin en soi, pas comme un moyen d'obtenir un statut ou de la richesse. Vous apprenez parce que vous aimez apprendre. C'est rare et précieux. Et parce que, ajouta Pierre avec un sourire bienveillant, quand Takumi m'a parlé de votre conversation, j'ai réalisé que vous êtes exactement le type de personne que j'ai toujours voulu être. Quelqu'un qui, indépendamment des circonstances, ne cesse jamais de grandir, d'apprendre, de s'émerveiller devant le monde. Geneviève sentit des larmes se former au coin de ses yeux et les retint avec effort. Les paroles de ces hommes touchèrent quelque chose de profond en elle, un désir ancien d'être vue, d'être reconnue non pas pour ce qu'elle faisait, mais pour qui elle était. « Vous n'avez pas besoin de répondre maintenant, » dit Takumi, remarquant son émotion. « Réfléchissez-y. Voici ma carte avec mon numéro personnel. Je resterai à Paris pendant 2 semaines. Quand vous serez prête à en discuter davantage, appelez-moi. » En sortant du restaurant, le ciel de Paris s'était éclairci et un soleil timide brillait entre les nuages. Pierre offrit de la raccompagner chez elle, mais Geneviève refusa poliment. Elle avait besoin de marcher, de respirer, de traiter tout ce qui venait de se passer. « Merci pour le déjeuner, » dit-elle, serrant la main des deux hommes, « et pour l'opportunité. J'y réfléchirai avec attention. » Tandis qu'elle s'éloignait, sur le trottoir, elle sentit le poids de la carte de Takumi dans la poche de son uniforme. Un petit rectangle de papier qui, d'une certaine façon, semblait contenir tout le potentiel d'une vie complètement nouvelle. Le petit appartement de Geneviève, situé dans un immeuble ancien du quartier de Montmartre, semblait différent lorsqu'elle y revint cet après-midi-là. Les mêmes meubles usés, les mêmes murs écaillés, les mêmes livres empilés dans tous les coins, mais quelque chose avait changé. Peut-être était-ce elle-même qui était différente. Regardant son espace avec de nouveaux yeux, elle s'assit dans le fauteuil défraîchi qu'elle avait acheté dans une brocante des années auparavant, son refuge pour les heures d'études, et retira la carte de Takumi de sa poche. Elle fixa le papier élégant, avec son logo minimaliste en relief et des caractères japonais imprimés à côté des informations en français. C'était comme un billet d'entrée pour un monde qu'elle avait toujours observé de loin, à travers les fenêtres qu'elle nettoyait quotidiennement. « C'est de la folie », murmura-t-elle pour elle-même, tandis que son chat, Balzac, sautait sur ses genoux exigeants de l'attention. Qui s'intéresserait à l'histoire d'une femme de ménage? Mais les paroles de Takumi et Pierre résonnaient dans son esprit. Il y avait quelque chose de sincère en elle, une admiration qui ne semblait ni forcée ni condescendante. Pour la première fois depuis de nombreuses années, Geneviève s'autorisa à rêver de possibilités
au-delà de sa routine méticuleusement organisée entre travail et études solitaires. 3 jours passèrent avant qu'elle ne trouve le courage d'appeler le numéro sur la carte. 3 jours où elle continua sa routine habituelle à l'immeuble Aurore, désormais consciente des regards curieux de ses collègues qui avaient été témoins de l'invitation inhabituelle à déjeuner. 3 jours où Pierre Mercier lui faisait signe dans les couloirs avec un sourire complice, sans jamais la presser pour une réponse. Quand elle composa finalement le numéro, ses mains tremblaient légèrement. Takumi répondit à la 2e sonnerie, comme s'il attendait son appel. « Geneviève Sand », sa voix transmettait un sourire. « Ravi de vous entendre. »« J'ai quelques questions, » dit-elle, directe comme toujours. « À propos de ce projet, qu'attendez-vous exactement de moi ?» Ils fixèrent un rendez-vous pour ce même après-midi, cette fois au siège de la toute nouvelle fondation Histoires Invisibles, installée dans un hôtel particulier restauré sur l'avenue Victor Hugo. Quand Geneviève arriva, vêtue de ses meilleurs vêtements, une jupe bleu marine et un chemisier blanc qu'elle gardait pour les occasions spéciales, elle fut accueillie non seulement par Takumi et Pierre, mais aussi par une petite équipe de professionnels qui travaillaient sur des ordinateurs modernes et conversaient avec animation dans un espace ouvert et lumineux. « Bienvenue dans notre base d'opération », dit Pierre, la guidant entre les bureaux où des jeunes aux profils divers semblaient absorbés. Par des tâches créatives. Nous sommes encore en train de nous organiser, mais l'énergie est déjà inspirante. Dans une salle de réunion aux parois de verre, Takumi attendait avec une femme aux cheveux bouclés et lunettes à monture colorée, qui fut présentée comme Sylvie Fontaine, directrice de projet de la Fondation. « C'est un honneur de vous. »« Rencontrez, Geneviève, » dit Sylvie, serrant sa main avec enthousiasme. Takumi et Pierre ne cessent de parler de vous. Au cours des 2 heures suivantes, les 3 lui expliquèrent en détail la vision derrière le projet Histoires Invisibles. Il ne s'agissait pas seulement d'un documentaire, mais d'une initiative aux multiples facettes qui incluait un fonds de bourses d'études, des programmes de mentorat et une plateforme numérique pour connecter des talents extraordinaires à des opportunités de développement. La France est pleine de génies anonymes, expliqua Pierre, montrant des diapositives, qui présentaient des données alarmantes sur l'inégalité éducative dans le pays. Des personnes au potentiel incroyable qui n'ont jamais la chance de s'épanouir parce qu'elles ne sont pas nées dans les bonnes circonstances. Notre mission est de changer cela, compléta Takumi. Et votre histoire, Geneviève, peut être le catalyseur de ce changement, une inspiration pour d'autres et une preuve que la détermination et la passion pour la connaissance peuvent surmonter les barrières. Geneviève écouta tout avec attention, posant des questions perspicaces qui impressionnèrent même Sylvie, avec son doctorat en politique publique. À la fin de la présentation, elle se sentait à la fois intimidée et émue par la possibilité de faire partie de ce projet. « Et qu'adviendrait-il de mon emploi actuel ?» demanda-t-elle pragmatique comme toujours. « Je ne peux pas simplement abandonner ma source de revenus. » Pierre sourit. « Nous aimerions vous engager comme consultante culturelle de la Fondation, avec un salaire significativement meilleur que celui que vous recevez actuellement, et avec la flexibilité pour continuer vos études, y compris la possibilité de finalement suivre des études universitaires, si c'est votre souhait. » Ces mots tombèrent comme une bombe dans le cœur de Geneviève. L'université. Le rêve qu'elle avait abandonné des décennies plus tôt, quand la nécessité de survivre s'était imposée face à ses aspirations de jeunesse. « Je devrais y réfléchir très sérieusement avant d'accepter, » dit-elle, gardant sa contenance malgré la tempête émotionnelle qui se formait en elle. « C'est un changement très important. »« Nous comprenons parfaitement, » répondit Takumi, « mais avant de décider, nous aimerions vous montrer une chose de plus. » Ils l'emmenèrent dans une autre salle où un jeune homme aux traits méditerranéens travaillait sur un ordinateur, éditant ce qui semblait être une vidéo. Sur l'écran, Geneviève vit des images de l'immeuble Aurore, puis à sa surprise, des images d'elle-même travaillant silencieusement dans les couloirs, échangeant de rares mots avec des collègues, assise seule dans le réfectoire avec un livre ouvert à côté de son repas. « Voici Rémi », présenta Sylvie, « notre réalisateur de documentaire. Il a discrètement suivi votre routine ces derniers jours, avec l'autorisation de l'administration de l'immeuble. Vous m'avez filmé ? Sans ma permission. » Geneviève ressentit une pointe d'indignation. « Juste pour avoir du matériel initial, » expliqua rapidement Rémi.
Rien de tout cela ne sera utilisé sans votre consentement. Il était important de capturer l'authenticité de votre quotidien avant que notre présence puisse l'altérer. Rémi avança dans la vidéo, montrant maintenant des scènes de la bibliothèque publique que Geneviève fréquentait. De courtes interviews avec des bibliothécaires qui parlaient de la dame qui venait étudier le japonais presque tout l'été. Jour, des images du petit groupe d'études en ligne auquel elle participait. « Comment avez-vous obtenu tout cela » demanda-t-elle, stupéfaite. « Nous sommes bons dans ce que nous faisons, » répondit Rémi avec un sourire bienveillant. « Des personnes comme vous laissent généralement des impressions durables partout où elles passent, même sans s'en rendre. » Compte, il n'a pas été difficile de suivre ces traces. La vidéo se terminait par une séquence émouvante. Geneviève, vue de loin, assise sur un banc du jardin du Luxembourg, complètement absorbée par un livre, tandis que le coucher de soleil parisien teintait le ciel de tons orangés. L'image se figea, et Rémi ajouta une légende expérimentale. Geneviève Dupont, la professeure invisible. Un silence tomba sur la pièce quand les lumières furent rallumées. Geneviève sentit son visage humide. Elle n'avait pas réalisé qu'elle pleurait. Voir sa vie à travers ses yeux, avec cette douce musique en fond, c'était comme découvrir une beauté cachée dans son existence qu'elle-même n'avait jamais remarquée. « Ce n'est qu'une ébauche, » dit doucement Rémi. « Si vous acceptez de participer au projet, nous ferons des interviews structurées, nous suivrons votre parcours de transformation, nous explorerons votre passé et, plus important encore, votre avenir. » « Mon avenir, » répéta Geneviève, comme si elle testait la saveur de ces mots. « Qui commence maintenant, si vous le souhaitez ?» dit Pierre, lui tendant une enveloppe. « Voici notre proposition formelle. Emportez-la chez vous, lisez-la tranquillement. Consultez un avocat si vous préférez. Nous ne vous offrons pas seulement un emploi, Geneviève, mais un partenariat. Nous voulons apprendre de vous autant que nous voulons partager votre histoire avec le monde. » Quand Geneviève quitta l'hôtel, particulier ce soir-là, elle portait plus que l'enveloppe avec la proposition. Elle portait le poids d'une décision qui pourrait complètement réécrire les derniers chapitres de sa vie. À 52 ans, quand beaucoup se résignaient déjà à une existence prévisible jusqu'à la retraite, elle était invitée à plonger dans l'inconnu. Dans le métro bondé qui la ramenait à Montmartre, elle ouvrit discrètement l'enveloppe. Les chiffres du salaire proposé firent battre son cœur. C'était plus que ce qu'elle gagnerait en 6 mois comme femme. De ménage. Il y avait aussi une clause sur les droits d'auteur, garantissant qu'elle aurait le contrôle sur la façon dont son image et son histoire seraient utilisées, et une autre sur un plan d'études personnalisé qui incluait la possibilité de suivre enfin des études universitaires. « Madame, votre arrêt !» l'alerta le contrôleur, la tirant de ses pensées. Geneviève descendit du métro et marcha lentement jusqu'à son immeuble, saluant les voisins habituels qui discutaient sur le trottoir. Tout semblait identique, mais elle n'était plus la même. Dans son appartement, Balzac l'accueillit avec son miaulement exigeant. Geneviève nourrit le chat et s'assit à nouveau dans son fauteuil, cette fois avec une décision formée dans son cœur. Elle prit le téléphone et composa le numéro de Takumi. « J'accepte », dit-elle simplement quand il répondit. Mais à une condition. « Je vous écoute, » répondit Takumi, curieux. « Je veux que le projet ne soit pas seulement à propos de moi. Je veux aider à trouver d'autres personnes, d'autres histoires invisibles. Je sais qu'il y en a beaucoup. » Il s'hâte. Rajoute un moment de silence, puis la voix de Takumi, chargée d'émotion. « C'est exactement pour cela que vous êtes parfaite pour ce projet, Geneviève-san. Parce que même face à une opportunité extraordinaire, votre pensée va vers les autres. » Lendemain matin, Geneviève se réveilla avant le réveil, comme toujours. Elle prépara son café, organisa son uniforme, mais s'arrêta, se rappelant qu'elle n'aurait plus besoin de porter ses vêtements bleus clairs, qui la rendaient presque invisible. Aujourd'hui serait son premier jour en tant que consultante culturelle de la Fondation Histoires Invisibles. Elle choisit à la place une robe simple mais élégante qu'elle avait achetée des années auparavant et n'avait jamais eu l'occasion de porter. Elle se regarda dans le miroir et, pour la première fois depuis longtemps, vit non pas seulement la femme de ménage Geneviève, mais la femme Geneviève, avec ses rêves, son intelligence, sa dignité. « C'est un nouveau chapitre », dit-elle à son reflet, arrangeant ses cheveux, grisonnant qu'aujourd'hui, elle ne cacherait pas dans un chignon sévère. Voyons ce qu'il nous réserve. Quand elle sortit de chez elle,
Le soleil se levait sur Paris, doré et prometteur, comme si le ciel lui-même voulait célébrer sa métamorphose. Les premiers mois à la Fondation Histoires Invisibles passèrent comme un tourbillon pour Geneviève. Sa routine, autrefois si prévisible, se transforma en une succession de nouveautés. Interviews pour le documentaire, réunions avec l'équipe créative, séances de photographie pour le matériel promotionnel du projet. En quelques mois, l'ancienne femme de ménage devint une figure centrale de l'initiative, surprenant tout le monde par son intelligence aiguë, sa perspicacité et surtout son authenticité. « Vous avez un don naturel pour vous connecter avec les gens », commenta Sylvie, après une réunion particulièrement productive avec des sponsors potentiels. Ils sont venus en s'attendant à voir une curiosité, la femme de ménage polyglotte, et sont repartis enchantés par une femme sage et éloquente. Geneviève sourit, toujours mal à l'aise avec les compliments. « Je dis simplement ce que je pense. Je ne sais pas être différente. » Le siège de la Fondation devint sa seconde maison. Peu à peu, elle gagna en confiance pour suggérer des idées, remettre en question des approches, proposer de nouvelles directions pour le projet. Pierre et Takumi l'écoutaient avec un intérêt sincère, mettant en œuvre nombre de ses suggestions. L'une d'entre elles, qui deviendrait le cœur battant de l'initiative, fut la création d'un réseau de chasseurs de talents, des bénévoles formés pour identifier des personnes extraordinaires dans des contextes improbables. « Nous devons regarder là où personne d'autre ne regarde », expliqua Geneviève lors d'une réunion stratégique. Dans les banlieues, les zones rurales, les communautés immigrées, les prisons, les maisons de retraite, des endroits où le talent est gaspillé faute d'opportunités. Par un après-midi ensoleillé d'août, 4 mois après le début de sa nouvelle vie, Geneviève se préparait pour une interview lorsque Rémi entra précipitamment dans son bureau. « Nous avons un problème avec les tournages à la Bibliothèque nationale », dit-il, visiblement préoccupé. La directrice qui avait autorisé notre accès a été remplacée, et la nouvelle administration remet en question notre présence. Geneviève soupira. La Bibliothèque nationale, au cœur de Paris, était un cadre fondamental pour le documentaire, l'endroit où elle avait passé d'innombrables heures à étudier au fil des ans un symbole de son autodidactisme. « Je vais leur parler », décida-t-elle, prenant son sac. « Peut-être que je pourrai résoudre cela personnellement. »« Voulez-vous que je vienne avec vous ?» proposa Rémi. « Non, il vaut mieux que j'y aille seul. Je connais bien les employés les plus anciens. Ils pourront peut-être aider. » L'imposante bibliothèque, avec son architecture art déco des années 1930, se dressait majestueusement au centre de la ville. Geneviève monta les marches d'entrée avec la familiarité de quelqu'un qui connaissait chaque centimètre de cet espace. Dans le hall principal, cependant, elle fut accueillie par une scène inattendue. Un groupe de personnes réunies autour d'une femme qui gesticulait avec animation tout en parlant de l'importance de la préservation du patrimoine culturel. Geneviève se figea, reconnaissant immédiatement cette voix, cette posture, cette énergie magnétique qui attirait toujours l'attention. Isabelle Vaillant. Son amie d'enfance avec qui elle avait perdu contact il y a plus de 2 décennies. Et c'est pourquoi nous devons garantir que des espaces comme celui-ci restent accessibles à tous, spécialement à ceux qui n'ont pas les ressources pour acquérir des livres ou un accès à Internet, disait Isabelle, sa voix puissante résonnant contre les murs de marbre du hall. Geneviève resta immobile, observant l'amie que le temps avait transformée. Les cheveux noirs d'autrefois affichaient maintenant des mèches grises, mais les yeux, ses yeux vifs et intenses, restèrent les mêmes. Isabelle était devenue une femme imposante, vêtue de vêtements colorés et d'accessoires qui semblaient être des œuvres d'art en eux-mêmes. Quand le groupe commença à se disperser, Geneviève rassembla son courage pour s'approcher. « Isabelle ?» appela-t-elle doucement. La femme se retourna d'abord avec une expression polie mais distante qui se transforma rapidement en étonnement, puis en une joie explosive. « Geneviève, mon Dieu, c'est vraiment toi !» Isabelle s'avança, les bras grands ouverts, enveloppant son amie dans une étreinte serrée qui ignorait complètement les 2 décennies de séparation. « Je n'y crois pas, ça fait si longtemps, tu es magnifique. » Les 2 femmes s'écartèrent pour mieux se regarder, toutes 2 les larmes aux yeux. « Tu n'as pas changé du tout, » dit Geneviève,
sa voix étranglée par l'émotion. Tu restes aussi vibrante. Que tu l'as toujours été. Et toi, tu restes la même Geneviève élégante et discrète, répondit Isabelle tenant les mains de son amie. Mais il y a quelque chose de différent, une nouvelle lumière dans tes yeux. Elles s'assirent, dans un coin tranquille de la bibliothèque, oubliant la raison initiale qui avait amené Geneviève ici. Les heures passèrent, tandis qu'elles rattrapèrent le temps perdu. Isabelle était devenue une artiste plasticienne reconnue, spécialisée dans les installations qui combinaient des éléments de la culture populaire française avec des techniques contemporaines. Elle avait 3 enfants déjà adultes et venait de divorcer après un mariage de 20 ans. C'était libérateur, confia-t-elle en riant. J'aurais dû le faire il y a longtemps. Maintenant, je redécouvre qui je suis sans être l'épouse de quelqu'un. Geneviève, de son côté, raconta son extraordinaire changement de vie, l'appel en japonais, la rencontre avec Pierre et Takumi, le projet Histoires invisibles. « Attends, tu es cette Geneviève ?» Isabelle écarquilla les yeux. « La femme de ménage polyglotte du projet dont tout le monde parle dans les cercles culturels ? Mon Dieu, j'ai lu un article à ce sujet dans Le Monde la semaine dernière. Je n'avais aucune idée que c'était toi. » Geneviève sentit son visage rougir. Elle n'était toujours pas habituée à l'idée d'être reconnue, d'être le sujet d'articles de journal. C'est étrange, n'est-ce pas? Comment la vie prend des tournants, commenta-t-elle, détournant le regard vers les étagères de livres. Alentour. Moi qui ai toujours été invisible, je suis maintenant le visage d'un projet appelé Histoires invisibles. On dirait une plaisanterie du destin. Isabelle serra sa main. Ce n'est pas une plaisanterie, c'est de la justice. Tu as toujours été extraordinaire, Geneviève. Tu te souviens comment tu m'aidais avec les leçons de mathématiques? Comment? Tu connaissais les noms de toutes les capitales du monde quand nous n'avions que 10 ans. Tu as toujours été brillante, il manquait juste quelqu'un pour le voir. Une employée s'approcha, les informant gentiment que la bibliothèque fermerait dans 15 minutes. Les 2 amies se levèrent, surprises de constater qu'il était déjà plus de 7 heures du soir. « Mon Dieu, j'ai complètement oublié pourquoi je suis venue ici », dit Geneviève, se souvenant soudainement de la question des tournages. « Et pourquoi es-tu venue ?» Geneviève expliqua rapidement la situation avec la nouvelle direction et la nécessité d'une autorisation pour les tournages du documentaire. Isabelle éclata de rire. « Voilà ce que j'appelle de la synchronicité. Geneviève, je suis la nouvelle directrice de la Bibliothèque nationale. J'ai pris mes fonctions il y a 2 semaines. » Ce fut au tour de Geneviève d'écarquiller les yeux. « Toi ? Mais je croyais que tu étais artiste plasticienne. » « Et je le suis. Mais j'ai aussi un master en gestion culturelle. Et après le divorce, j'ai décidé que j'avais besoin de nouveaux défis. Quand l'opportunité de diriger la bibliothèque s'est présentée, je n'ai pas pu résister. » Isabelle sourit, malicieuse. « Et bien sûr que j'autorise les tournages. En fait, je tiens à y participer personnellement. J'ai beaucoup d'histoires à raconter sur la petite génie qui a été ma meilleure amie à l'école. » Elles sortirent ensemble de la bibliothèque, échangeant des numéros de téléphone et des promesses de ne plus perdre contact. Dans le taxi, qui la ramenait chez elle, Geneviève envoya un message à Rémi. « Problème résolu. Et j'ai trouvé quelque chose d'encore mieux, une amie du passé qui a beaucoup à apporter à notre projet. » La semaine suivante, Isabelle visita le siège de la Fondation, charmant tout le monde par son énergie contagieuse et ses idées créatives. Elle et Sylvie se connectèrent immédiatement, discutant des possibilités d'étendre la portée du projet à travers des interventions artistiques dans des espaces publics. Imagine des expositions itinérantes qui racontent des histoires invisibles, dans les banlieues, dans les gares, sur les places, proposa Isabelle lors d'une réunion. De l'art qui donne de la visibilité non seulement aux personnes, mais aussi aux espaces marginalisés de la ville. Pierre, toujours attentif aux bonnes idées, autorisa immédiatement un projet pilote. En quelques jours, Isabelle était officiellement intégrée à l'équipe en tant que consultante artistique, apportant une nouvelle dimension au travail de la Fondation. Pour Geneviève, avoir son amie à proximité était un réconfort inattendu. Isabelle, avec sa personnalité expansive et son expérience dans le monde des arts, complétait parfaitement son style plus réservé et analytique. Ensemble, elles commencèrent à développer un programme éducatif qui combinait art et langue, visant particulièrement les communautés immigrées de Paris. « Tu parles japonais, je parle espagnol et italien », dit Isabelle tout en griffonnant des idées dans un carnet. « Nous,
Pouvons créer des centres culturels dans les quartiers où vivent ces communautés, offrant non seulement des cours de français, mais aussi des espaces où elles peuvent célébrer leur propre culture. Un après-midi, alors qu'elles révisaient le budget pour ce nouveau projet, elles furent interrompues par Takumi qui entra dans la pièce avec un homme que Geneviève ne reconnut pas immédiatement. « Geneviève, nous avons une surprise pour vous », annonça Takumi en souriant. « Voici François Aubert, notre plus récent investisseur. Il a tenu à vous rencontrer personnellement. » L'homme grand et athlétique s'approcha avec un sourire chaleureux. « En réalité, Geneviève et moi nous connaissons déjà, n'est-ce pas ?» Geneviève fronça les sourcils, étudiant le visage de l'homme. Il y avait quelque chose de vaguement familier dans ses traits, mais elle n'arrivait pas à situer où elle l'avait rencontré. « Excusez-moi, mais je ne me souviens pas... »« Supermarché Aubert à Montmartre, » dit-il, et son sourire s'élargit en voyant la reconnaissance dans ses yeux. « Mon père en était le propriétaire. Vous donniez des cours de soutien à ma sœur et moi à l'arrière du magasin, après. » Les heures de travail. « François !» s'exclama Geneviève, se levant pour l'embrasser. « Mon Dieu, vous n'étiez qu'un garçon, comme vous avez grandi. » François rit. En effet, ce garçon qui détestait les mathématiques est maintenant économiste et entrepreneur. Et je vous dois beaucoup, vous savez. Vos cours ont changé ma relation avec les chiffres. Takumi observait la scène avec une satisfaction évidente. François a vu votre interview à la télévision et nous a contactés immédiatement. Il a dit qu'il avait une dette de gratitude envers vous et voulait contribuer au projet. Ce n'est pas exagéré, confirma François maintenant sérieux. Geneviève, vous avez été la première personne qui a vraiment cru que je pouvais être plus qu'un garçon à problème de la banlieue. Vous souvenez-vous quand vous m'avez dit que j'avais un esprit de stratège? Personne n'avait jamais vu quelque chose de positif en moi auparavant. Geneviève sentit ses yeux s'embuer. Elle se souvenait vaguement du garçon agité qui avait des difficultés à l'école, mais qui montrait une remarquable astuce en aidant son père avec la comptabilité de l'épicerie. Elle n'avait jamais imaginé que ces paroles d'encouragement auraient laissé une empreinte si profonde. « J'investis 5 millions dans la fondation », annonça François, « et je veux participer activement, en particulier au projet axé sur l'éducation financière dans les communautés défavorisées. » Quand la réunion se termina, Geneviève retourna dans son bureau, accompagnée par Isabelle. Elle s'assit, en silence, essayant d'assimiler tout ce qui s'était passé ces dernières semaines. « C'est beaucoup à absorber, n'est-ce pas ?» commenta Isabelle, remarquant son expression. « Parfois j'ai l'impression de rêver, » confessa Geneviève, « comme si tout cela allait soudainement disparaître et que je redeviendrais simplement la femme de ménage invisible. » Isabelle s'approcha, tenant fermement ses mains. « Tu n'as jamais été simplement une femme de ménage, Geneviève. Et si tu me permets de le dire, tu n'as jamais été vraiment invisible. Tu as laissé des empreintes profondes dans les vies que tu as touchées, la mienne, celle de François. Tu ne t'en rendais simplement pas compte. » Ce soir-là, en rentrant dans son appartement, qu'elle prévoyait maintenant d'échanger contre un plus spacieux et plus proche du travail, Geneviève s'assit dans son fauteuil habituel, avec Balzac ronronnant sur ses genoux. À côté d'elle, sur la petite table, une pile de scénarios du documentaire attendait sa révision, ainsi que des propositions de conférences dans des universités et des invitations à des événements culturels. « Qui l'aurait cru, hein, Balzac ?» murmura-t-elle, caressant le chat. « Il semble que nous commencions un nouveau chapitre. » À l'extérieur de la fenêtre, la nuit parisienne brillait de 1000 feux, chacun représentant une vie, une histoire. Combien d'entre elles, pensa Geneviève, étaient comme la sienne, extraordinaires à leur manière, attendant simplement d'être découvertes, d'être vues? La réponse viendrait plus tôt qu'elle ne l'imaginait, apportant avec elle des défis qui testeraient non seulement le projet Histoires invisibles, mais aussi les liens nouvellement formés entre Geneviève et ses nouveaux alliés. Le lancement officiel du projet Histoires invisibles eut lieu par une soirée d'octobre, au prestigieux théâtre de l'Odéon à Paris. L'événement attira des personnalités du monde des affaires, artistiques et académiques, ainsi qu'une large couverture médiatique. Sur la scène magnifiquement décorée avec des installations artistiques créées par Isabelle, Pierre Mercier présenta l'initiative à un public de près de 800 personnes. « Nous vivons dans un pays aux contrastes absurdes, dit-il.
sa voix amplifiée par le système sonore du théâtre. Un pays où des talents extraordinaires sont gaspillés quotidiennement parce qu'ils sont nés à la mauvaise adresse, avec le mauvais nom de famille, avec la mauvaise couleur de peau. Le projet Histoires invisibles est né pour changer cette réalité. Assise au premier rang, Geneviève ressentait un mélange de fierté et de nervosité. Elle portait un élégant ensemble en soie bleu foncé, choisi personnellement par Isabelle, et ses cheveux, désormais coupés en un carré moderne, encadraient un visage qui avait gagné en luminosité ces derniers mois. « Et maintenant, continua Pierre, j'ai l'honneur de vous présenter la femme qui a inspiré tout cela. Une femme qui, malgré toutes les barrières sociales et économiques, a cultivé un esprit brillant et une âme indomptable. Veuillez accueillir Geneviève Dupont. » Le cœur de Geneviève faillit s'arrêter lorsque les applaudissements éclatèrent. D'un pas mesuré, elle monta sur scène, se rappelant les séances de coaching que Sylvie avait insisté pour qu'elle suive, afin de la préparer à des moments comme celui-ci. Elle se positionna devant le microphone et respira profondément avant de commencer. « Bonsoir, dit-elle, sa voix d'abord tremblante mais gagnant en assurance à chaque mot. Il y a 6 mois, j'étais invisible. Non pas parce que les gens ne me voyaient pas, ils me voyaient, mais regardaient à travers moi comme si j'étais transparente. J'étais simplement la dame qui nettoie, celle qui sert le café, celle qui est là uniquement pour faciliter la vie des autres. » Un silence absolu tomba sur le théâtre. Geneviève sentit la puissance de ce moment, de l'attention sincère de centaines de personnes qui, dans d'autres circonstances, l'auraient probablement ignorée. Aujourd'hui, je suis ici non seulement grâce à l'opportunité extraordinaire que j'ai reçue, mais pour représenter des millions de Français qui restent invisibles, des personnes avec des talents, des rêves et des capacités que la société s'obstine à ne pas voir. Le projet Histoires invisibles n'est pas à propos de moi, il concerne toutes ces personnes. Et c'est un immense honneur d'être la première de nombreuses histoires que nous allons mettre en lumière. Son discours, bref mais percutant, fut accueilli par une ovation debout. Lorsqu'elle descendit de scène, elle fut immédiatement entourée par des journalistes et des invités importants, tous voulant quelques minutes de son attention. Parmi eux, elle remarqua un homme d'âge moyen qui l'observait avec une expression difficile à déchiffrer. Pas exactement hostile, mais certainement pas amical. « Monsieur Lambert, » dit Pierre, s'approchant et mettant un bras autour des épaules de Geneviève. « Content que vous ayez pu venir. Permettez-moi de vous présenter formellement notre star. »« Nous nous connaissons déjà, » répondit l'homme sèchement. « Ou plutôt, je la connais. Je doute qu'elle se souvienne de moi. » Geneviève étudia le visage de l'homme, essayant de situer où elle l'avait vu auparavant. C'était un visage ordinaire de quelqu'un qui ne se démarquerait pas dans une foule. « Henri Lambert », se présenta-t-il. « Directeur des opérations de l'immeuble Aurore, j'ai supervisé votre travail pendant près de 10 ans. » Un éclair de reconnaissance traversa Geneviève. L'homme qui sortait rarement de son bureau de la mezzanine, celui que tous les employés de nettoyage craignaient et évitaient. « Bien sûr, monsieur Lambert, » répondit-elle poliment. « Comment allez-vous » Surpris, dit-il avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Très surpris de voir comment une simple femme de ménage peut se transformer en célébrité du jour au lendemain, presque comme un conte de fées moderne. N'est-ce pas? Il y avait quelque chose dans le ton de sa voix qui fit frissonner désagréablement Geneviève. Pierre, percevant la tension, intervint rapidement. « Henri est l'un des investisseurs minoritaires du projet, » expliqua-t-il. « Un ancien ami de faculté qui a cru en l'idée depuis le début. »« Investisseur, oui, » confirma Henri, « bien que je commence à me demander si j'ai fait un bon investissement. Tant d'argent dépensé pour des événements extravagants, alors que nous devrions nous concentrer sur des résultats concrets. » Avant que la conversation ne puisse continuer sur ce ton inconfortable, Takumi apparut, accompagné par une équipe de tournage de France Télévisions. « Geneviève, ils aimeraient une interview exclusive pour le journal télévisé, » dit-il, l'éloignant d'Henri. Toute la soirée, tandis qu'elle naviguait entre interviews, salutations et conversations, Geneviève sentit le regard d'Henri Lambert la suivre, comme une ombre persistante par une journée ensoleillée. Le lendemain matin, le siège de la Fondation bourdonnait avec les répercussions de l'événement. Les réseaux sociaux débordaient de mentions du projet et les principaux journaux publiaient des reportages élogieux.
Histoires invisibles était officiellement devenu un phénomène culturel. Dans son nouveau bureau, spacieux et décoré avec des éléments qui reflétaient sa personnalité, y compris une bibliothèque remplie de livres en différentes langues, Geneviève passait en revue ses prochains engagements avec son assistante, récemment embauchée, Julie, lorsque Sylvie entra précipitamment. « Réunion d'urgence dans la salle de conférence », annonça-t-elle, son visage habituellement calme maintenant tendu. « Tous les coordinateurs maintenant. »« Quelque chose s'est produit », demanda Geneviève, inquiète. « Henri Lambert remet en question la gestion financière du projet », répondit Sylvie, baissant la voix. « Il a exigé un audit complet et insinue qu'il y a des détournements de fonds. » Lorsque Geneviève entra dans la salle de conférence, la tension était palpable. Pierre, normalement si composé, faisait les 100 pas, tandis que Takumi restait assis, le visage grave. François Aubert était au téléphone, parlant rapidement à voix basse. Henri Lambert occupait une chaise en bout de table, un dossier de documents ouvert devant lui. « Ah, enfin la star est arrivée », dit Henri quand il la vit entrer. « Maintenant, nous pouvons commencer. » Les 2 heures suivantes furent douloureusement embarrassantes. Henri remit systématiquement en question chaque dépense du projet depuis le salaire de Geneviève, qu'il qualifia de ridiculement gonflé pour quelqu'un sans qualification formelle, jusqu'au coût de production du documentaire et de l'événement de lancement. L'objectif de ce projet n'était-il pas d'aider des personnes réellement dans le besoin, demanda-t-il avec une fausse innocence. Parce que jusqu'à présent, d'après ce que je vois, nous enrichissons simplement une ex-femme de ménage et finançons des événements pour que l'élite parisienne se sente moins coupable de sa richesse. C'est complètement injuste, Henri, intervint Pierre, visiblement irrité. Le projet ne fait que commencer. Le documentaire sur Geneviève n'est que la première étape d'une initiative beaucoup plus vaste. Première étape plutôt coûteuse, rétorqua Henri, poussant un tableau à travers la table. Près de 2 millions dépensés en 6 mois. Et quel retour concret? Quelques reportages dans les médias. Où sont les vies transformées que tu as promises aux investisseurs? Geneviève, qui était restée silencieuse jusque-là, prit finalement la parole. Monsieur Lambert, si le problème c'est moi ou les ressources investies dans mon histoire, peut-être devrions-nous reconsidérer ma participation au projet. N'y pensez même pas, dit fermement Takumi. Vous êtes le cœur de ce projet, Geneviève. Non, elle est le visage, corrigea Henri avec un sourire froid. Un visage commode pour un projet qui, jusqu'à présent, ressemble plus à un exercice de vanité qu'à une initiative sociale sérieuse. François, qui avait terminé son appel, se leva brusquement. « Ça suffit, Henri. Vos 5% de participation ne vous donnent pas le droit de saboter quelque chose auquel le reste d'entre nous croit pleinement. Si vous êtes insatisfait, je peux racheter votre part immédiatement. » L'offre prit Henri par surprise, mais il se ressaisit rapidement. « Il ne s'agit pas de cela, François. Il s'agit de responsabilité fiscale et de garantir que le projet atteigne ses objectifs déclarés. » La réunion se termina sur une impasse inconfortable. Henri accepta de suspendre temporairement sa demande d'audit, à condition que l'équipe présente dans 2 semaines un plan détaillé pour la phase suivante du projet, avec des objectifs mesurables et un budget rigoureux. Quand tout le monde commença à se retirer, Henri s'approcha de Geneviève. « Ne le prenez pas personnellement, dit-il à voix basse. Ce sont juste les affaires. »« Ça n'a pas l'air d'être seulement les affaires, monsieur Lambert, » répondit-elle, gardant son sang-froid. « Il semble y avoir quelque chose d'autre qui vous dérange. » Il haussa les épaules. « Peut-être que je n'aime simplement pas voir des gens sortir de leur place. » Ces mots frappèrent Geneviève comme une gifle. « Ma place? Et quelle serait cette place, à votre avis? »« Vous savez exactement ce que je veux dire, » répondit-il, avant de s'éloigner. Dans les jours qui suivirent, l'atmosphère à la fondation devint tendue. L'équipe travaillait fébrilement sur le plan exigé par Henri, sachant que l'avenir du projet en dépendait. Geneviève se plongea dans la tâche avec une détermination renouvelée, coordonnant des réunions avec les différents départements et systématisant les idées. Un après-midi, alors qu'elle travaillait tard dans son bureau, elle reçut une visite inattendue, François Aubert. « Je vous ai apporté un café, » dit-il, posant une tasse sur son bureau. « Vous semblez en avoir besoin. »« Merci, » répondit Geneviève avec un sourire fatigué. «
J'essaie de finaliser cette projection d'impact pour le programme de mentorat dans les écoles publiques. François s'assit sur la chaise en face d'elle. Geneviève, ne vous laissez pas ébranler par Henri. Il a toujours été comme ça, amer, aigri par le succès des autres. Vous vous connaissez depuis longtemps? Nous avons étudié ensemble à la Sorbonne, expliqua François. Il a toujours été brillant, mais avec une vision très étroite du monde. Pour Henri, tout se résume à des chiffres et des hiérarchies. L'idée que quelqu'un comme vous, qu'il considère comme inférieur, reçoive reconnaissance et respect est insupportable pour lui. Geneviève hocha lentement la tête. Je sens qu'il y a quelque chose de personnel dans cette hostilité, comme si j'avais fait quelque chose pour l'offenser. Peut-être, répondit François pensivement. Vous avez défié sa vision du monde. Simplement en existant telle que vous êtes, intelligente, capable, digne d'admiration malgré l'absence de diplôme ou de pédigré social. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Geneviève ne pouvait s'empêcher de penser aux paroles de François. L'hostilité d'Henri était un rappel douloureux que, malgré les changements dans sa vie, les préjugés et les barrières sociales étaient toujours là, prêts à lui rappeler sa place. En entrant dans son appartement, maintenant redécoré avec l'aide d'Isabelle, mais toujours dans le même immeuble modeste à Montmartre, car Geneviève avait refusé d'abandonner sa communauté, elle trouva un paquet devant sa porte. À l'intérieur se trouvait une copie ancienne et usée d'un livre, Germinal d'Émile Zola. Une note anonyme accompagnait le volume, pour vous rappeler d'où vous venez et où vous devez retourner. Les mains tremblantes, Geneviève laissa tomber le livre sur le sol. Le message était clair dans sa cruauté, dans son intention d'intimider. Un instant, elle sentit la vieille impulsion de se recroqueviller, de redevenir invisible. Mais alors, regardant autour d'elle les signes de sa nouvelle vie, les livres qu'elle pouvait maintenant acheter sans culpabilité, l'ordinateur sur lequel elle écrivait ses mémoires, les photographies avec l'équipe de la Fondation, elle sentit une détermination féroce grandir en elle. « Pas cette fois », murmura-t-elle, prenant son téléphone. « Je ne reculerai pas. » Elle appela Isabelle, sa voix ferme malgré le trouble qu'elle ressentait. « J'ai besoin de ton aide, » dit-elle simplement. « Je pense qu'il est temps de vraiment lutter. » En attendant l'arrivée de son amie, Geneviève s'assit à sa table et commença à écrire. Non pas un plan d'affaires ou une projection d'impact, mais quelque chose de beaucoup plus personnel et puissant. Son histoire, avec toutes ses douleurs et ses triomphes, avec toute la vérité crue d'une vie vécue dans les ombres de la société. Si Henri voulait la guerre, elle répondrait non pas avec hostilité, mais avec l'arme la plus puissante qu'elle possédait. Sa voix, enfin libre de raconter sa propre histoire. La nuit avançait tandis que Geneviève, Isabelle et un petit groupe, réunis à la hâte dans le salon de l'appartement de Montmartre, discutaient de stratégie. Le livre avec le message menaçant reposait sur la table basse, un rappel constant de ce à quoi ils étaient confrontés. « C'est clairement une intimidation », dit Sylvie, qui était arrivée peu après Isabelle, amenant avec elle François et Rémi. « Nous devrions déposer une plainte. »« Et dire quoi ?» questionna Geneviève. « Que quelqu'un m'a envoyé un classique de la littérature française. Il n'y a pas de menace explicite, juste une insinuation cruelle. »« Le problème va au-delà d'Henri, » observa François, qui restait debout près de la fenêtre, observant la rue animée en contrebas. « Il représente une mentalité que nous devons affronter directement. L'idée que certaines personnes méritent des opportunités et d'autres non, basées sur l'origine sociale, l'éducation formelle ou le statut. » Rémi, qui était resté silencieux jusque-là, prit finalement la parole. « Et si nous utilisions cela à notre avantage? Si nous transformions cette attaque en carburant pour le projet ?» Tous se tournèrent vers le jeune documentariste. Avec ses traits méditerranéens marqués et ses yeux perspicaces, Rémi était devenu un élément fondamental de l'équipe, apportant une sensibilité unique à l'enregistrement des histoires. « Qu'avez-vous en tête ?» demanda Isabelle intriguée. « Une campagne, » répondit-il, ses yeux brillant d'un enthousiasme croissant, pas seulement pour collecter des fonds, mais pour mobiliser les gens, prendre cette tentative de faire taire Geneviève et la transformer en un mouvement collectif. Dans les heures qui suivirent, le petit groupe esquissa ce qui allait être appelé la campagne Voix invisibles. L'idée était simple mais puissante, inviter des personnes de toute la France à partager leurs propres histoires d'invisibilité, sociale, de discrimination et de dépassement, créant une plateforme numérique
où ces récits pourraient être documentés, célébrés et connectés. « Nous pouvons commencer dès demain, » dit Sylvie, tapant déjà des notes sur sa tablette. « Créons un site web, des profils sur les réseaux sociaux, une chaîne YouTube. Et nous avons besoin d'une vidéo percutante pour lancer tout cela. »« Je m'en occupe, » proposa Rémi. « J'ai suffisamment de matériel des tournages que nous avons fait ces derniers mois. Je peux avoir quelque chose de prêt en 48 heures. » Isabelle, qui avait griffonné intensément dans son carnet de dessin, leva une illustration d'une femme émergeant des ombres, avec des mots écrits autour d'elle, formant la silhouette d'elle. « Le C. Slogan de la campagne, » annonça-t-elle. « Nos histoires sont nos ailes. Qu'en pensez-vous » Le groupe approuva avec enthousiasme, et Geneviève ressentit une vague de gratitude pour les alliés que le destin avait mis sur son chemin. Des personnes qui non seulement croyaient en elle, mais étaient prêtes à lutter à ses côtés. « Nous devons impliquer Pierre et Takumi, » rappela François. « Ils doivent être informés avant que nous ne lancions quoi que ce soit. »« Je les appelle maintenant, » dit Sylvie, s'éloignant avec son téléphone. Quand le groupe se dispersa finalement, il était déjà plus de minuit. Geneviève, épuisée mais dynamisée par la solidarité et les idées qui avaient émergé, embrassa chacun d'eux à la porte. « Merci », dit-elle simplement, des mots supplémentaires paraissant superflus face à la force du lien qu'ils avaient formé. Il ne resta qu'Isabelle qui insista pour passer la nuit là, inquiète de laisser son amie seule après l'incident intimidant. Les deux femmes s'assirent sur le petit balcon de l'appartement, partageant une bouteille de vin et conversant comme au bon vieux temps. « Tu sais ce qui me dérange le plus ?» confessa Geneviève, observant les lumières de la ville. « L'idée que, pour des gens comme Henri, je ne serai jamais assez. Peu importe ce que j'apprends, ce que je réalise, je serai toujours vue comme la femme de ménage qui est sortie de sa place. » Isabelle serra sa main fermement. « C'est exactement pour cela que cette lutte est si importante. Pas seulement pour toi, mais pour tous ceux qui sont jugés, non pas pour qui ils sont, mais pour où ils sont nés, pour le travail qu'ils font, pour la couleur de leur peau. » Dans les jours suivants, le siège de la Fondation se transforma en un centre d'opération frénétique. L'équipe travaillait par rotation prolongée, se divisant entre la préparation de la campagne et l'élaboration du plan stratégique exigé par Henri. Pierre et Takumi, initialement inquiets, furent vite conquis par l'énergie et la vision du projet. « C'est brillant », déclara Takumi après avoir visionné la vidéo préliminaire montée par Rémi. « Transformer une crise en opportunité, exactement comme le font les meilleurs stratèges. » Pierre, quant à lui, aida à affiner le plan financier, s'assurant que la campagne non seulement répondait aux critiques d'Henri, mais renforçait également la fondation à long terme. « Établissons un fonds spécifique », suggéra-t-il lors d'une réunion stratégique. « Chaque don reçu sera dirigé vers des bourses d'études et des programmes de mentorat, avec une reddition de comptes transparente et en temps réel sur le site. » Une semaine après l'incident du livre, la campagne Voix invisibles fut officiellement lancée. La vidéo produite par Rémi, un montage puissant entremêlant l'histoire de Geneviève, avec des images de travailleurs, d'étudiants, d'artistes de rue et tant d'autres Français rarement célébrés, devint virale sur les réseaux sociaux, accumulant des millions de vues en quelques heures. La réponse du public fut écrasante. Des centaines de personnes commencèrent à envoyer leurs histoires via le site, créant une mosaïque émouvante de voix françaises qui faisaient écho au même message, le désir d'être vu, entendu et valorisé dans une société profondément inégale. Au milieu du tourbillon de la campagne, Geneviève reçut un appel téléphonique inattendu. « Geneviève Dupont ?» demanda une voix féminine à l'autre bout de la ligne. « Oui, c'est moi. Ici, Hélène Lambert, épouse d'Henri Lambert. » Geneviève sentit son cœur s'accélérer. Serait-ce une autre intimidation? « Comment puis-je vous aider, Madame Lambert ?» En fait, la voix de la femme trembla légèrement. « Je crois que c'est moi qui peux vous aider. Je dois vous dire quelque chose sur mon mari, quelque chose qui explique peut-être son hostilité. » Elles fixèrent une rencontre pour cet après-midi, même dans un café discret du quartier Saint-Germain. Geneviève décida d'y aller seule, malgré les protestations d'Isabelle et François, qui craignaient un piège. Le café était un lieu accueillant, fréquenté principalement par des étudiants et des écrivains. Geneviève choisit une table au fond, d'où elle pouvait observer la porte. Ponctuellement à 3 heures,
une femme élégante d'environ 60 ans entra, regardant autour d'elle avec une expression hésitante. Hélène Lambert était l'opposé de son mari. Là où Henri était froid et calculateur, elle irradiait une chaleur timide. Ses cheveux gris étaient noués en un chignon simple et ses yeux révélaient une intelligence bienveillante. « Merci de me recevoir », dit-elle après les salutations initiales. « Je sais que vous devez être perplexe face à cette rencontre. »« J'avoue que Ça le suit, admit Geneviève, surtout considérant la position de votre mari vis-à-vis du projet. » Hélène soupira profondément. Henri n'imagine même pas que je suis ici. Il n'approuverait jamais cela. Elle fit une pause comme si elle organisait ses pensées. Je dois vous raconter une histoire, Geneviève. Une histoire que très peu de gens connaissent. Dans les 30 minutes qui suivirent, Hélène révéla le secret qui expliquait l'amertume d'Henri. Son mari, le directeur rigoureux qui insistait tant sur l'importance des diplômes et des références, n'avait jamais terminé ses études supérieures. Fils d'employé de maison, il avait falsifié des documents au début de sa carrière professionnelle, construisant une persona basée sur des mensonges concernant son origine et sa formation. Pendant des décennies, il a vécu dans la peur d'être découvert, expliqua Hélène. Il a construit un mur autour de lui, est devenu inflexible et dur, particulièrement avec les personnes qui lui rappelaient ses origines. « Et qu'est-ce que cela a à voir avec moi ?» demanda Geneviève, bien qu'elle soupçonnait déjà la réponse. « Vous représentez tout ce qu'il aurait pu être, s'il avait choisi l'honnêteté plutôt que la tromperie, » répondit Hélène. « Quelqu'un qui, malgré les limitations, a étudié par elle-même, a cultivé la connaissance, et est maintenant célébrée précisément pour cela. Votre authenticité est un miroir qui reflète sa fausseté. » Geneviève absorba la révélation en silence. Il y avait quelque chose de profondément triste dans l'histoire d'Henri, un homme emprisonné par ses propres mensonges, incapable de célébrer ses véritables origines. « Pourquoi me racontez-vous cela ? Parce que je ne peux plus assister à la destruction qu'il cause, » répondit Hélène, les yeux humides. « Henri est obsédé par l'idée de vous discréditer, vous et le projet. Il a engagé des détectives privés, il cherche n'importe quoi dans votre passé qu'il pourrait utiliser contre vous. Je n'ai rien à cacher, » affirma Geneviève. « Je sais, » Hélène sourit tristement, « c'est exactement ce qui le met en fureur, votre transparence, votre authenticité. » Elle hésita, puis continua. « Il prévoit de présenter un rapport destructeur lors de la réunion de la semaine prochaine. Il va remettre en question non seulement la gestion financière, mais la prémisse même du projet. » Geneviève remercia Hélène pour l'avertissement, ressentant un mélange de compassion pour la femme et de détermination renouvelée à affronter Henri. En se quittant, Hélène fit une dernière demande. « S'il vous plaît, ne révélez pas que nous nous sommes rencontrés. Henri ne me le pardonnerait jamais. »« Vous avez ma parole, » promit Geneviève. De retour à la fondation, Geneviève convoqua une réunion urgente avec l'équipe principale. Sans révéler la source de ces informations, elle partagea ce qu'elle avait découvert sur les plans d'Henri. « Nous devons être préparés au pire, » conclut-elle, regardant les visages préoccupés autour d'elle. « Peut-être est-il temps d'adopter une approche plus agressive, » suggéra François. « Je peux racheter sa participation, même si je dois payer au-dessus de la valeur du marché. »« Non, » dit fermement Geneviève, « nous n'aurons pas recours à des raccourcis, nous l'affronterons avec ce que nous avons de mieux, nos histoires, notre travail, notre vérité. » La campagne Voix invisibles continuait de prendre de l'ampleur. Des célébrités commencèrent à soutenir le mouvement, partageant leurs propres histoires de difficultés et de dépassement. Les dons affluaient vers le fonds nouvellement créé, et les invitations pour des conférences et des participations à des émissions de télévision se multipliaient. À la veille de la réunion décisive du Conseil, l'équipe se réunit pour une nuit de travail au siège de la Fondation. Des cartes mentales couvraient les murs, des graphiques détaillaient l'impact déjà atteint, et une présentation méticuleusement préparée attendait pour réfuter les critiques d'Henri. « Nous sommes prêts », déclara Sylvie, regardant avec fierté le travail collectif. Geneviève observa le groupe diversifié qui s'était formé autour d'elle. Isabelle avec sa créativité débordante, François avec sa perspicacité financière, Rémi avec son regard sensible, Sylvie avec son
organisation impeccable, et tant d'autres qui avaient embrassé le projet avec une passion sincère. « Savez-vous ce que je réalise en vous regardant tous ?» dit-elle, sa voix douce mais ferme, « que je n'ai jamais été réellement invisible. J'avais simplement besoin de trouver les bonnes personnes pour me voir. » Un par un, elle embrassa chaque membre de l'équipe, sentant que, indépendamment du résultat de la réunion du lendemain, ils avaient déjà conquis quelque chose de précieux, la certitude qu'aucune voix, aussi étouffée soit-elle, n'était condamnée à rester inaudible pour toujours. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Geneviève trouva un bouquet de fleurs devant la porte de son appartement. La carte, écrite à la main d'une calligraphie élégante, disait simplement « Votre courage me donne la force de trouver le mien. Gratitude, H. » Un sourire serein illumina son visage, tandis qu'elle entrait, les fleurs parfumées dans ses bras, comme un symbole d'espoir. Demain serait un jour décisif, et elle était prête à l'affronter. Non plus comme la femme de ménage invisible, mais comme la femme qui avait trouvé sa voie et était déterminée à l'utiliser non seulement pour elle-même, mais pour tous ceux qui attendaient encore leur chance d'être enfin vus. La salle de réunion de la Fondation Histoires Invisibles était pleine ce jeudi matin. Outre les membres habituels du conseil, Pierre, Takumi, François et Henri, plusieurs investisseurs mineurs et partenaires stratégiques avaient été convoqués pour ce qui promettait d'être une rencontre décisive. Geneviève, assise, entre Isabelle et Sylvie, maintenait un calme extérieur qui masquait le tourbillon d'émotions à l'intérieur d'elle. Henri Lambert fut le dernier à entrer, portant un dossier volumineux qu'il déposa avec un bruit théâtral sur la table. Son regard croisa brièvement celui de Geneviève, froid, calculateur, confiant. « Merci à tous d'être présents », commença Pierre, assumant naturellement le rôle de leader. « Comme vous le savez, cette réunion a été convoquée à la demande du conseiller Henri Lambert, qui souhaite présenter certaines préoccupations concernant la gestion et l'orientation du projet. » Henri se leva lentement, ajustant le nœud de sa cravate comme un gladiateur, vérifiant son armure avant « la bataille ». « Préoccupation est un euphémisme, Pierre, dit-il, sa voix contrôlée mais chargée de sarcasme. Ce que j'ai à présenter aujourd'hui, ce sont des preuves concrètes que le projet Histoires Invisibles s'est complètement écarté de ses objectifs initiaux, se transformant en un véhicule de promotion personnelle et de gaspillage de ressources. Il ouvrit son dossier et commença à distribuer des copies d'un rapport relié. Comme vous pouvez le voir à la page 3, les dépenses pour la production du documentaire sur Madame Dupont ont dépassé de 40% le budget initial. À la page 7, je détaille comment l'événement de lancement a coûté plus que toutes les bourses d'études accordées jusqu'à présent. Geneviève feuilleta le document, impressionnée par la minutie de l'enquête d'Henri. Chaque dépense avait été scrutée, chaque décision remise en question, chaque résultat minimisé. Mais le plus préoccupant, continua Henri, se trouve dans la dernière section, une analyse détaillée de l'impact réel du projet après 6 mois d'opération. Et attention spoiler, il est pratiquement nul. Un murmure inconfortable parcourut la salle. Henri, sentant qu'il avait l'attention de tous, poursuivit avec une confiance croissante. Je dois rappeler à tous que nous avons investi des millions dans ce projet avec la promesse de transformer des vies, de créer des opportunités réelles pour des talents invisibles de la société française. Jusqu'à présent, qu'avons-nous? Un documentaire inachevé, une campagne sur les réseaux sociaux pleine de beaux hashtags mais vides, et une ex-femme de ménage devenue célébrité instantanée, sans aucun mérite académique ou professionnel qui justifie un tel statut. Les mots atteignirent Geneviève comme des flèches précises, mais elle maintint une expression sereine, les yeux fixés sur Henri. À ses côtés, elle sentit Isabelle se tendre, prête à bondir pour la défendre, mais elle toucha doucement le bras de son ami, lui demandant silencieusement d'attendre. « Ma proposition est claire, » conclut Henri se rasseyant, « une restructuration complète du projet, commençant par la réduction drastique des dépenses superflues, la réorientation des ressources vers des bourses d'études mesurables et, il fit une pause calculée, une réévaluation de la participation de Madame Dupont, qui pourrait rester comme inspiration, mais pas comme consultante rémunérée ou porte-parole officielle. Un silence pesant tomba sur la salle. Pierre regarda Geneviève, une question silencieuse dans ses yeux. Elle acquiesça presque imperceptiblement et se leva avec dignité. «
Je remercie Monsieur Lambert pour sa présentation détaillée, commença-t-elle, sa voix calme mais ferme. Il est évident que vous avez consacré un temps considérable à enquêter sur chaque aspect du projet. Un temps qui aurait pu être investi pour contribuer positivement à notre mission, mais c'était votre choix. Elle marcha jusqu'au centre de la salle, sentant tous les regards sur elle. Je ne vais pas me défendre contre les insinuations sur mon mérite ou ma valeur. Mon histoire, de femme de ménage autodidacte à consultante culturelle, est documentée et ouverte à l'examen de quiconque. Ce que je ferai à la place, c'est présenter ce que le rapport de M. Lambert omet commodément. D'un geste à Sylvie, qui alluma immédiatement le projecteur, Geneviève commença sa contre-présentation. Sur les murs de la salle apparurent des images, des graphiques et des témoignages qui racontaient une histoire très différente du projet. Au cours des 30 derniers jours, depuis le lancement de la campagne Voix invisible, nous avons reçu plus de 10 000 histoires de Français de tous les coins du pays. Des personnes qui, comme moi, ont vécu en marge, invisibilisées par une société qui insiste pour définir la valeur humaine par des diplômes, des noms de famille ou des comptes bancaires. Les images montrèrent des visages divers, une collectrice de matériaux recyclables qui écrivait de la poésie pendant ses heures libres, un gardien d'immeuble qui avait développé une méthode révolutionnaire d'enseignement des mathématiques pour les enfants en difficulté d'apprentissage, une femme de ménage qui maîtrisait 3 langues. Parmi ces 10 000, nous avons déjà identifié 200 cas extraordinaires qui reçoivent un soutien direct, depuis l'orientation professionnelle jusqu'aux bourses d'études. 50 d'entre eux sont déjà en processus de transformation de vie, comme vous pouvez le voir dans les témoignages suivants. La vidéo montrait des personnes émues, décrivant comment le contact avec la Fondation avait ouvert des portes qu'elles n'avaient jamais imaginées possibles. Une jeune femme qui avait finalement pu entrer à la faculté de médecine, un homme âgé qui avait publié son premier livre, une artisane dont les pièces étaient maintenant exposées dans des galeries renommées. Quant aux dépenses pour le documentaire et l'événement de lancement, continua Geneviève, passant à la diapositive suivante, elles doivent être vues comme des investissements, non comme des dépenses. Le retour en médias spontané généré par les deux équivaut à plus de 5 fois la valeur investie, comme le démontrent ces données compilées par un audit indépendant. François, qui regardait avec un sourire discret, acquiesça en confirmation. C'était son idée d'engager l'audit préventif, anticipant les critiques d'Henri. Mais peut-être la donnée la plus significative, dit Geneviève, arrivant au point crucial de sa présentation, est celle-ci. Sur l'écran apparut un graphique détaillant les dons reçus ces dernières semaines. Une courbe ascendante impressionnante qui avait plus que doublé le capital initial du projet. La campagne a inspiré des personnes et des entreprises à contribuer à notre cause. Hier seulement, nous avons reçu la confirmation d'un don de 5 millions d'euros de l'une des plus grandes banques du pays, spécifiquement pour le programme de bourse d'études. Elle se tourna directement vers Henri, qui semblait maintenant légèrement mal à l'aise. Monsieur Lambert, vous affirmez que l'impact du projet est pratiquement nul. Les chiffres, et plus important, les vies que nous touchons racontent une histoire différente. Nous sommes seulement au début d'un voyage de transformation sociale qui, je le crois fermement, laissera un héritage durable. Elle fit une pause, respirant profondément avant de conclure. Quant à la réévaluation de ma participation, je suis ouverte à la discussion. Je ne permettrai jamais que ma présence devienne un obstacle au succès du projet. Si le Conseil décide que je peux mieux contribuer dans une autre fonction, je l'accepterai avec humilité. Ce qui importe n'est pas mon titre ou mon salaire, mais la mission qui nous unit, donner visibilité et opportunité à ceux qui ont toujours été ignorés. Elle se rassit, sentant son cœur battre dans sa poitrine. À ses côtés, Isabelle serra discrètement sa main en solidarité. Pierre fut le premier à briser le silence qui suivit. « Je pense que les données parlent d'elles-mêmes. » Un commentaire supplémentaire, Henri. Henri Lambert semblait avoir vieilli de plusieurs années en quelques minutes. Son visage, normalement impassible, montrait des signes évidents d'inconfort. Il feuilleta nerveusement son propre rapport, comme s'il cherchait un argument qui pourrait sauver sa position. « Les chiffres peuvent être interprétés de différentes manières, » dit-il finalement, sa voix ayant perdu la confiance antérieure. « Et il est très tôt pour célébrer des résultats préliminaires. »« Je suis d'accord qu'il est tôt, » intervint Takumi,
qui était resté à observer tout avec son regard perspicace habituel. Mais je ne suis pas d'accord qu'il soit trop tôt pour reconnaître la bonne direction. Et tous les indicateurs montrent que nous sommes sur la bonne voie. Les autres membres du Conseil commencèrent à s'exprimer l'un après l'autre, tous exprimant leur soutien à l'orientation actuelle du projet et leur admiration pour le travail accompli jusque-là. À chaque nouvelle manifestation, Henri semblait rapetissé sur sa chaise, sa posture combative graduellement remplacée par une résignation amère. Quand le vote formel eut lieu, le résultat fut écrasant. 14 voix en faveur de la continuité du projet sous sa forme actuelle, y compris le maintien de Geneviève à son poste, contre une seule voix, celle d'Henri, pour la restructuration. « Bien, il semble que la décision soit prise », déclara Pierre, clôturant officiellement la réunion. « Je remercie tout le monde pour sa participation et son engagement envers notre cause. » Tandis que les participants commençaient à se disperser, beaucoup s'approchant de Geneviève pour la féliciter pour sa présentation convaincante, Henri resta assis, rassemblant ses papiers avec des mouvements mécaniques. Son visage avait pris une expression que Geneviève n'arrivait pas à déchiffrer complètement. Ce n'était pas de la colère, ni exactement de la défaite, mais quelque chose de plus complexe. Poussée par un sentiment qu'elle-même ne comprenait pas totalement, Geneviève s'approcha de lui alors que presque tous avaient déjà quitté la salle. « Monsieur Lambert », dit-elle doucement. Il leva les yeux, son expression se durcissant immédiatement. « Vous venez savourer votre victoire, Madame Dupont ?»« Non, répondit-elle avec sincérité. Je viens dire que je comprends. » Henri fronça les sourcils, confus. « Vous comprenez quoi, exactement ?»« La peur, dit simplement Geneviève. La peur d'être découvert, que le monde voit qui nous sommes réellement derrière les masques que nous avons créés. » Le visage d'Henri pâlit. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je sais que vous n'avez pas terminé vos études supérieures. Monsieur Lambert, continua-t-elle, baissant la voix pour que lui seul puisse entendre. Je sais que vous avez construit une carrière basée sur des références falsifiées. Et je sais aussi que cela ne diminue pas votre compétence ou votre intelligence. Cela montre simplement à quel point notre système est défaillant en valorisant les papiers au-dessus des capacités réelles. » Henri la fixa pendant un long moment, le choc initial cédant la place à une compréhension amère. « C'était Hélène, » conclut-il, non pas comme une question, mais comme une constatation douloureuse. « Ma propre épouse. »« Elle s'inquiète pour vous, » répondit Geneviève, « et elle veut que vous fassiez la paix avec votre passé, comme j'ai fait avec le mien. » Henri rit sans humour. « Et que suggérez-vous? Que je confesse tout, que je détruise? » « T'as ma carrière, ma réputation, tout ce que j'ai construit au fil des décennies. »« Non, » dit Geneviève, le surprenant. « Je suggère que vous utilisiez votre expérience pour aider d'autres qui, comme vous, comme moi, n'ont pas eu les opportunités qu'ils méritaient. Que vous transformiez votre secret en force, non en prison. » Elle laissa sur la table une carte avec son numéro personnel. « Quand vous serez prêt à parler, je serai disponible. Non pas comme adversaire, mais comme quelqu'un qui comprend ce que signifie se reconstruire. » Elle quitta la salle, laissant Henri avec une expression qui mêlait confusion et un début de réflexion. Elle ne savait pas s'il accepterait son offre de paix, mais elle avait planté une graine, et comme elle l'avait appris ces derniers mois, les graines ont un pouvoir extraordinaire de percer même les sols les plus arides. 3 mois plus tard, par un après-midi ensoleillé d'été, la Fondation Histoires Invisibles célébrait l'inauguration de son nouvel espace, un vaste complexe culturel dans le 20e arrondissement de Paris, une zone historiquement négligée par les pouvoirs publics et le circuit artistique de la ville. Le lieu, une ancienne usine revitalisée, abritait maintenant des salles de classe, des studios de production audiovisuelle, des espaces pour exposition et un théâtre communautaire. Sur les murs, des photographies et des histoires des premiers bénéficiaires du projet créaient une mosaïque puissante de la diversité française. Geneviève, vêtue d'un ensemble élégant au ton terreux créé par une styliste découverte par la campagne, circulait parmi les invités avec une aisance qui aurait été impensable 1 an auparavant. Elle s'arrêtait fréquemment pour parler avec les jeunes boursiers, s'intéressant sincèrement à leurs progrès et à leurs rêves. « C'est incroyable de voir comme tu t'es épanouie, » commenta Isabelle, s'approchant avec 2 coupes de champagne. « Tu te souviens de la femme timide qui pouvait à peine faire un discours sans trembler ?» Geneviève sourit, acceptant la boisson. « Je tremble encore, tu sais.
J'ai simplement appris à ne pas laisser la peur me paralyser. De l'autre côté de la salle, Pierre et Takumi conversaient avec animation avec de nouveaux partenaires internationaux intéressés à répliquer le modèle du projet dans d'autres pays. François, maintenant directeur financier de la Fondation, à temps plein expliquait aux journalistes les chiffres impressionnants de la première année d'opération. Geneviève appela Sylvie, s'approchant rapidement. « Quelqu'un veut vous parler, c'est important. » Suivant Sylvie jusqu'à un coin plus tranquille de l'espace, Geneviève fut surprise de trouver Henri Lambert, accompagné par Hélène. Tous deux semblaient nerveux, mais il y avait quelque chose de différent chez Henri, un adoucissement dans ses traits, un poids qui semblait avoir été retiré de ses épaules. « Merci de nous recevoir, » dit-il, tendant la main que Geneviève serra sans hésitation. « Surtout après tout ce qui s'est passé. »« C'est un plaisir de vous voir ici, » répondit-elle sincèrement. « Je suis venu pour 2 raisons, » continua Henri, sa voix plus douce que Geneviève ne l'avait jamais entendue. « D'abord, pour m'excuser pour ma façon d'agir. C'était injuste, mesquin et surtout motivé par mes propres peurs et insécurités. Nous apprécions beaucoup cela, » dit Sylvie diplomatiquement. « Et deuxièmement, » poursuivit-il, échangeant un regard avec Hélène, qui acquiesça avec encouragement, « pour présenter une proposition. Après beaucoup de réflexion, j'ai décidé qu'il est temps d'utiliser mon expérience de manière positive. » Il expliqua qu'il était en train de créer une initiative au sein de l'entreprise où il travaillait, une politique d'embauche basée sur les compétences réelles, non sur les diplômes formels, particulièrement pour les postes techniques et de gestion. « C'est un premier pas petit, mais significatif, » conclut-il. « Et j'aimerais que la Fondation Histoires Invisibles soit notre partenaire dans ce processus, aidant à identifier des candidats avec du potentiel qui seraient normalement ignorés par les processus de sélection traditionnels. » Geneviève regarda Sylvie qui acquiesça discrètement. C'était une proposition sincère et alignée avec les valeurs de la Fondation. « Ce serait un honneur de collaborer, » répondit Geneviève, tendant à nouveau la main, qu'Henri serra, avec une émotion visible. Quand le couple s'éloigna pour explorer le reste de l'espace, Sylvie se tourna vers Geneviève avec un sourire admiratif. « Comment faites-vous cela ? Transformer des adversaires en alliés semble être votre super pouvoir. » Geneviève rit doucement. « Ce n'est pas un super pouvoir. C'est simplement la compréhension que derrière les masques que nous portons tous, il y a des histoires de lutte, de peur et d'espoir. Des histoires qui, lorsqu'elles sont enfin entendues, créent des ponts là où il y avait auparavant des murs. » Le soleil commençait à se coucher, lançant des rayons dorés à travers les grandes fenêtres de l'espace, quand Geneviève monta sur la petite scène pour le discours de clôture. Autour d'elle, des centaines de personnes, de tous âges, couleurs et origines sociales, attendirent ses paroles. « Il y a un peu plus d'1 an, » commença-t-elle, sa voix claire et assurée, « j'étais invisible. Une parmi des millions de Français dont le travail est essentiel, mais rarement reconnu, dont la connaissance est précieuse, mais souvent méprisée, dont l'humanité est complète, mais systématiquement diminuée. » Elle fit une pause, regardant les visages attentifs qui l'entouraient. Isabelle, Pierre, Takumi, François, Sylvie, Rémi et tant d'autres qui étaient devenus non seulement des collègues, mais une famille choisie par le cœur. Aujourd'hui, je regarde autour de moi et je vois non seulement mon histoire être réécrite, mais celle de centaines de personnes qui, comme moi, découvrent leurs valeurs et leur voix. Histoires Invisibles n'est pas seulement le nom de notre fondation, c'est une déclaration qu'aucune histoire humaine ne mérite de rester dans l'ombre. Elle leva sa coupe dans un toast qui fut accompagné par tous les présents. À tous ceux qui se sont un jour sentis invisibles, nous vous voyons, et le monde vous verra bientôt aussi. Tandis que les applaudissements résonnèrent dans l'espace, Geneviève sentit une paix profonde s'installer dans son cœur. Son voyage, de l'invisibilité au protagonisme de sa propre narration, était loin d'être terminé. En fait, à bien des égards, il ne faisait que commencer.